gestion des esprits. T'as entendu toi aussi? Sympa ça. Et qui l'a fait tomber? Mais il est tombé tout seul. Pas loupé, le gars il arrive un peu après, et là il regarde gauche, droite, il cherche mon frère, tu vois. Il commence à pleurer, vraiment chaud les larmes, tout ça. Papa, est-ce que tu peux arrêter de ronfler ça? D'un coup, plus de ronflement. Comment ça va YouTube? Comment ça va YouTube? Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui car demain c'est Halloween. Et du coup j'ai voulu vous faire une petite vidéo horreur, une petite vidéo frayeur dans laquelle sont tard les anciens. C'est un peu dégueu ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené 3 potes à moi, Lola, Dylan et Johan. Et on a chacun raconté son histoire d'horreur. Bon jusqu'ici tout va bien. Ah ouais mais tu parles de la série sur TF1 et tout là, j'adore ça, moi je regarde ça tous les soirs, c'est génial. Mais t'es qui en fait? Bah non mais je pensais vu que je... Bah non. Du coup je... Ouais vraiment genre casse-toi quoi. Ouais. Bonne soirée. Peut-être que je pense à fermer les portes moi chez moi. Bon enfin bref, vous allez commencer à me connaître et moi j'aime bien un petit peu épicer mes concepts. J'ai préparé à mes invités quelques petites surprises, même Lola peut vous le dire. C'est tellement pas cool frère. Enfin bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Mettez-vous sous la lumière, éteignez la couette. Ah non c'est pas ça. Augmentez le volume et bonne vidéo. Mais lui c'est une mouille, il va raconter son histoire, il se sera chié dessus 3 fois déjà. Il a pris une couche. C'est l'histoire des disparus de Mourmelon. Vous la connaissez? Les personnes qui a écouté ça? Mourmelon. Putain, elle rigole déjà. Non putain, c'est la blague et tout. Ok, on n'a pas commencé l'histoire qu'on est sur le nom de la ville. Mais gros, le Mourmelon. Et c'est pas drôle. Ah bon? C'est excessivement drôle. Donc moi je vais vous raconter l'histoire des disparus de Mourmelon. Mourmelon c'est une petite ville dans le nord de la France. Durant cette période, il y a 8 personnes, 8 jeunes hommes qui vont disparaître. Les proches sont comme des fous. L'histoire elle devient très vite très médiatique. Donc ça passe dans toutes les chaînes télé. Et donc il y a des grandes fouilles qui sont faites. Au point que même la ville de Mourmelon, tu sais, il y a une ambiance là-bas. Tu vois, les gens ils sortent plus de chez eux parce qu'ils ont peur de ce fantôme qui enlève les gens. Tout le monde se pose 1000 questions. Les questions des esprits, les tueurs en série, tout ça. Les flics ne font rien parce qu'à Mourmelon il y a 2 grands camps militaires et 6 des 8 jeunes hommes qui vont disparaître sont militaires au camp de Mourmelon. En gros ils se disent si les gens disparaissent ou reviennent pas etc, c'est qu'ils désertent en fait. Et ils veulent pas se faire retrouver par les flics ou quoi, ils ont peur. Parce qu'à l'époque la désertion, bon bah les gendarmes venaient te chercher chez toi, ils te secouaient un peu et le lendemain tu retournais à la caserne quoi. Sauf que les familles voulaient pas y croire. Continuer de chercher leurs proches pendant 8 ans. Ils se sont rendus compte que pendant 3-4 ans, il n'y avait plus de disparition à partir de 88. Un soir, il y a 2 policiers qui trouvent une caravane en plein milieu d'un champ de vigne et donc ils décident de s'arrêter pour faire un contrôle de routine. Et là, ils tombent sur un homme, Pierre Chanal. Et le mec se dit bah voilà, je suis en Perm, en vacances, tranquille, je profite un peu du temps quoi, je visite, je voyage, je suis dans mon camping-car, je fais le tour de France. Les flics lui disent ah ok et tout, vous faites quoi dans la vie? Je suis militaire, au camp de Mourmelon. Bon, jusque là il se pose pas plus de questions que ça. Le collègue du flic est quand même un peu, tu vois, il a un truc bizarre, un feeling bizarre. Du coup il fait quand même le tour de la caravane et là il voit par une petite fenêtre avec de gros rideaux un truc qui bouge. Il s'avance un peu, il regarde de très près et là il voit un homme enroulé dans une couette, ligoté, attaché, la bouche bandée et tout, la totale. Le mec ne pouvait pas bouger quoi. Vivant. Mais vivant. Le flic avec un mauvais feeling finit son tour, arrive devant Pierre Chanal et l'autre flic, comme si de rien n'était, il veut pas faire stresser l'autre flic quoi. Et sur la route il lui explique ce qu'il a vu. Donc les 2 flics se mettent en position, ils font leur intervention, etc. Et ils sauvent cet homme, le mec qui était enroulé dans la couverture, etc. Ils mettent directement Pierre Chanal en garde à vue. Il s'avère que l'homme que Pierre Chanal avait enlevé, c'était un Serbe qui avait disparu depuis plusieurs mois, que le mec avait kidnappé, qu'il violait, qui séquestrait, qui frappait, et il filmait tout avec sa petite caméra dans sa caravane. Il libère le Serbe qui leur explique tout ça. Il a un nom imprononçable. Guy. Pour le bien de l'histoire, on l'appellera Guy. Donc voilà, le Serbe fait sa déposition et la police prend plus Pierre Chanal. Donc Pierre Chanal qui n'est pas juste militaire à Mourmelon, qui est aussi adjudant-chef, 30 ans de service. Le mec il a un placard, il est allé au Liban, au Mali, au Niger, il a tout fait quoi. Une légende au régiment quoi. Donc la police voit Pierre Chanal et pas le Serbe. Sauf que quand même ils sont obligés, c'est la procédure. Ils vont quand même être obligés d'aller chez le Serbe que chez Pierre Chanal et fouiller sa maison et tout. Et ils vont tomber sur de nombreuses vidéos de lui en train de violer, séquestrer des gens. Ça me dégoûte. Ce fameux Serbe et d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Suite à ça, il passe en procès, il va prendre 10 ans. Que 10 ans pour avoir violé pendant... Ouais, pendant plusieurs mois un mec. Pour avoir que violé. Que violé en vrai, il l'a pas tué hein. Donc voilà, il prend 10 piges avec le temps et tout. Ils vont commencer à rapprocher les disparus de Mourmelon et l'affaire Pierre Chanal. Parce que si tu veux, le Serbe il a été enlevé alors qu'il faisait du stop. Et
Les 8 autres personnes enlevées faisaient également du stop. C'était des millis. Et Montmelon, c'est hyper mal desservi. Donc en gros, il leur demandait ouais, tu peux me poser à la gare, tu peux m'emmener à tel endroit, tu vois, tu sais, quand t'es en perme, tu réfléchis pas trop, tu sors du régiment et tu te barres quoi. Enfin, du coup, il commence doucement à rapprocher les histoires des disparus de Montmelon et de Pierre Chanal. Le mode opératoire, c'est toujours le même pour chaque victime. D'abord violé, étranglé, avec un lacet jusqu'à la mort. Et des fois, il s'amuse, il coupe des organes. Ah ouais, c'est drôle. Voilà. Et quand on va accuser Pierre Chanal d'être le tueur des disparus de Montmelon, c'est en 1998. Il va fermer la bouche et ne plus jamais l'ouvrir. Il va tomber dans un mutisme total et ne plus jamais ouvrir la bouche. Plus personne. Le mec est resté muet pendant 5 ans. 2003, à son procès, Pierre Chanal va se suicider. Il s'est pendu dans sa cellule la veille de son procès. Il était sous surveillance tout le temps, en permanence. Il y avait 2 policiers dans sa cellule. Donc il y a plein de théories. Est-ce que ce serait pas un policier qui lui dit bah vas-y fous-toi en l'air? Une théorie qui disait que l'un des policiers qui était à la charge de Pierre Chanal, c'était un des proches d'une des victimes. Ah putain. Et vous mangez une connerie comme ça. Voilà, peut-être. Donc voilà, pour faire le bilan des victimes de Pierre Chanal, dans ce qu'on lui accomple, là il y a 8 victimes pour Montmelon. Il y a le Serbe. Après sa mort à titre posthume, on lui a mis 9 autres affaires sur le dos de viol, de meurtre, de choses comme ça, avec le même mode opératoire. J'étais discrète hein. Non mais on parlait du coup ça niquait le son, c'est sûr. Sympa ça. La fille de ma mère. Attends, parce que j'avais posé. Attends, mais sors pas toi. Mais j'ai posé un verre, j'ai vu tout à l'heure. Par contre, Oscar, si c'est toi qui as prévu de faire ça, c'est vraiment pas drôle. Ah oui, il y a une équipe de comédiens là. Non, moi j'ai pas peur. Ça va, Yoann? Comment il est tombé? C'est que là j'ai pris un verre et j'ai posé Quoi un dressing. Mon verre, d'ailleurs j'ai pris un verre et je l'ai posé là. Mais qui l'a fait tomber? Mais il est tombé tout seul. Pourquoi il est tombé tout seul? Il est... Mais parce que ça. Non, ah oui, arrêtez. Putain. Bon, pour la seconde histoire, messieurs, dames, ça se passe dans les années 2000. C'est dans une grande maison familiale où il y a le père et le fils qui vivent tous les deux. Enzo, il a 17 ans et on est en plein soir de semaine. Donc le lendemain, cours, etc., tout blabla. Donc il se couche, la nuit se passe, à peu près environ vers 2h du matin. Enzo, il est réveillé par des gros ronflements. Aucun suspense, hein, c'est son daron, comme d'habitude. Ça l'emmerde un peu parce qu'il est 2h du matin et donc il se lève dans 4 heures en fait. Ouais. Ça l'énerve, mais il peut rien y faire. Son père il ronfle quoi. Donc il se dit je vais quand même me lever et dire un petit mot à mon père. Donc il entrouvre la porte. C'est le noir complet, hein. Il connaît la maison par cœur donc il n'a pas besoin d'allumer. Il dit papa, est-ce que tu peux arrêter de ronfler ça? D'un coup, plus un ronflement. Genre silence. Donc merci. Cool. Ouais. Il ferme, il va se recoucher. Et là il se dit enfin là je vais pas endormir. Et là il commence à fermer les yeux. Et là le ronflement ça revient, c'est encore plus fort, t'as l'impression. C'est derrière sa porte. Bon il en peut plus, mais il veut quand même donner sa chance au produit. Donc il dit allez, je me ferme les yeux, je veux m'endormir. Bon la nuit passe, il est 3h du matin, il y a rien qui passe. Il décide d'aller prendre un somnifère. Okay. Donc il descend dans la cuisine. Il n'allume absolument aucune lumière, c'est la pleine lune, il connaît la maison par cœur. Il arrive dans la cuisine et là il voit une silhouette piquée comme un i en train de ronfler. Donc il dit merde, le père en plus de ronfler, il est somnambule. Okay. Alors je sais pas si vous savez mais les somnambules faut absolument pas les réveiller sous peine de faire une crise très bizarre. Donc lui il est psychotique. Voilà, il a aucune expérience là-dedans. Donc il prend son père par l'épaule comme ça, toujours dans le noir, hein, et il le Guide. Il le guide vers sa chambre. T'as entendu toi aussi? Un bruit de N'importe porte. quelle pensée. Je me suis suicidé. Bah, ça va être l'impression un peu de se laver. Allez, vas-y. Oui, Il prend son somnifère et là il se dit c'est royal, je vais enfin pouvoir me coucher. Et il se rappelle qu'il a oublié de mettre son réveil. Alors il chope son portable et pendant qu'il était allé chercher le somnifère, il a reçu un message. Ce message il est ici. Allô? Allô, oui. Bon, salut fiston, là, c'est ton père à l'appareil. Je voulais juste te prévenir que j'ai eu un petit contretemps, donc je vais rentrer très tard ce soir. Ne m'attends pas. Salut. y'a pas son père depuis le début? Donc c'est qui est chez lui en fait depuis tout à l'heure? Ouais, du C'est coup, horrible, en plus il l'a raccompagné et tout dans se coucher genre. C'est arrivé dans ma famille, Ok. c'est mon frère, mon petit frère. En gros, nous, mon beau-père il a de la famille à Lille, et du coup bah on y va souvent voir sa famille, les étés, les trucs comme ça. Et il y a 2 ans, mon petit frère et ma petite soeur sont partis avec mes parents à Lille. Ça picole là-bas. Il n'y a Ouais. pas beaucoup d'inceste, mais il y a beaucoup d'alcool. Et bref, et donc il picolait et tout, et mon frère, il avait bu, mais pas s'arracher la famille, quoi, pas de là se prendre une caisse. Et à un moment donné, dans la soirée, il appelle ses potes. Du coup, il s'éloigne un peu. C'est à la campagne qu'ils habitent. Hein. Donc il part marcher, il est au téléphone et tout, et en fait, il arrive sur la petite place du village. Et en arrivant sur la place, du coup, il allait
Oh la vie de ma mère. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Il y a eu des fenêtres ouvertes, arrête de stresser, mais les comment c'est une porte qui a claqué chez moi, ça arrive à tous les jours, à tout le monde. Non, ça arrive pas comme ça. Pélo, c'est infernal. Tu t'énerverais pas comme ça, arrête. Mais parce que tu m'as fait mal, Pélo. De toute façon, derrière la vidéo, tu m'as fait mal. Ah ouais. Oh la vie de ma mère. La vie de ma mère. Bon allez, t'es chiant. Ouais, Mais une chose de quoi? Il a préparé un Je suis encore dans la vidéo parce que moi il m'a propulsé aussi. Je sais plus où j'en étais, putain, avec vos conneries là. Donc ton frère sort et s'éloigne un petit peu. Oui, du coup, il est au téléphone et il arrive sur la place du village et tout. Et devant l'église, il y a un mec assis. Du coup, Nolan arrive, il se lève. Et genre vraiment prototype, hein, genre 2 mètres, capuche noire, tête baissée, main dans les poches, genre vraiment de loin, ça fait peur. Grave un ressenti, il se dit, je pense qu'il faut mieux pas, enfin je vais pas le croiser. Toujours au téléphone, mais il dit rien à ses potes parce que bon pour l'instant il y a rien et parce qu'il a un peu bu. Et donc bref il s'éloigne un peu et en partant le gars le suit, du coup bien évidemment. Il le suit donc là il se dit ouais là c'est chaud. Et donc il part un peu, genre il essaie pour prendre un peu d'avance, il part en courant, il courait genre ligne droite et il y a une petite rue sur la gauche, il se met un peu plus loin dans la rue et il attend. Il explique à ses potes, il dit je vous jure et tout, il y a un mec machin. Donc de là ils appellent en FaceTime pour qu'ils puissent voir au moins qu'ils soient pas seuls. Et donc il se met dans la rue à gauche, il attend de voir, pas loupé, le gars il arrive un peu après et genre tu vois il se met dans l'intersection, le gars il regarde gauche droite, il cherche mon frère tu vois. Il commence à flipper là, toujours au téléphone, les gars du coup ses potes le voient le mec et donc de là mon frère il a peur, donc il part en courant et tout, le gars derrière il tape un sprint pareil, il court après et tout genre abusé et du coup bah mon frère au final vu que c'est pas très loin de la maison il est rentré, pas de nouvelles du gars et en fait il est rentré, il en a parlé à personne parce qu'il voulait pas en parler, depuis bah personne n'est ressorti, personne n'a revu ce mec, on sait pas du coup qui c'est. Et qu'est-ce qu'il Il voulait voulait faire surtout. Parce que clairement il le cherchait quoi. Bah là oui au début ça aurait pu être coïncidence et puis de le suivre, de courir après comme ça, de taper un sprint. Ouais puis de le chercher quoi dans les rues et tout. Peut-être juste fumer une clope aussi. Alors en fait c'est l'histoire donc d'un démon au Japon, c'est Ashishaku-sama. C'est une femme qui mesure 3 mètres, qui a un chapeau, qui est habillée tout en blanc, mais son visage n'a jamais été retranscrit ou chose comme ça. Donc en fait un enfant qui a été déposé par ses parents chez ses grands-parents, canicule, donc il prend l'air, il va dans le jardin, il joue dans le jardin comme un enfant normal. Au même moment il entend comme un bruit assez étrange, du genre. Et donc là il joue dans le jardin. Au fur et à mesure il se rapproche du bruit pour savoir ce que c'est. Je m'enlève parce que j'ai peur. Ouais enlève, ouais. Le bruit s'intensifie, il est vers le muret et il voit un chapeau et une âme marcher. C'était la source du bruit et au bout d'un moment il voit clairement la personne, donc c'était la femme justement. Il a à peine le temps de la voir qu'il y a un nuage de fumée blanche qui fait disparaître la personne. Et donc le gamin il est perturbé, il est presque effrayé. Donc il rentre vite en courant, il explique à ses grands-parents, et ses grands-parents justement en panique, effrayés, dans un état très mal pour lui. Donc à ce moment-là, donc, il comprend pas le petit. Donc son grand-père qu'est-ce qu'il fait? Il part de la maison, donc il reste que la grand-mère et le petit, il part chercher de l'aide, mais vraiment il est paniqué. La grand-mère reste avec le petit, et le petit il comprend pas parce que la grand-mère de plus en plus elle commence à pleurer, donc il comprend pas, il lui demande pourquoi. Elle pleure comme ça, elle est vraiment mal pour lui. Il dit mais c'est parce que tu as plu à Ashishaku-sama. Et donc là, réaction normale du gosse, il commence à pleurer, vraiment à chaudes larmes, tout ça. Le grand-père revient, quelques heures plus tard, avec une sorte de sorcière qui veut justement conjurer un sort, ou c'est son métier, c'est un métier de merde. Dans la pièce où dort le petit, ils mettent du sel tout autour de la pièce. Ils ont un parchemin justement qui a été conjuré, qu'il doit garder toute la nuit, près de lui, vraiment contre lui. Et ça jusqu'à 7h du matin précise. Donc commence la nuit, donc le grand-père ferme la porte à clé pour vraiment tout éviter, qu'il ouvre jamais la porte. Arrivé vers 3h du matin, le petit entend frapper à la porte, une voix de son grand-père. Tout se passe bien et tout, ça va, c'est moi, c'est grand-père, tu peux m'ouvrir si tu veux. Sauf que le gamin est terrifié dans un angle de sa pièce et il voit que le sel commence à noircir. Le gosse se méfie et se dit non, pas mon grand-père ça. En fait c'était vraiment Ashishaku-sama qui essayait de berner justement le gamin. Donc il n'a pas ouvert, ça commence à mettre en folie le démon. Du coup il commence à hurler, je pourrais pas le faire parce que j'étais pas là. Donc le démon commence à hurler, tape à la porte, c'est un truc de fou, le gamin est vraiment couché dans ses larmes quoi. Arrivé 7h du matin, il ouvre la porte, ses grands-parents fous de joie parce qu'il s'est rien passé. Donc son grand-père lui dit écoute, si un jour tu revois ce démon, tu fermes les yeux. Donc il repart, normal, tranquille, donc il décide d'aller en ville, on se prend de la voiture. Arrivé dans la voiture, le gamin tourne la tête et il voit justement la femme qui fait 3 mètres. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux, il rouvre les yeux et ses grands-parents n'étaient plus là. Quoi?
Ses grands-parents n'étaient plus là. Plusieurs explications. Soit en fait, il était mort dans la chambre, donc ensuite c'est juste la conscience qui fait qu'il pense qu'il y a encore ses grands-parents. Soit les grands-parents ont vu le démon et hop, graille, casserole. Non, moi je pense que c'est une légende. Oui, bah oui, mais c'est. Oui, mais si. Oh putain! Je te déteste, bon c'est casse-toi, arrête, ouvre pas! Vous êtes carrément con. Laisse-moi pas tout seul avec elle, je vais mourir moi! Y'a personne de l'eau qui se raconte. Mais y'a personne, regarde. Je sais pas, fouillez partout si vous voulez. Là, Je vais fouiller. Je le Ah savais. putain! Je suis en crise d'angoisse. Il est cassé. Moi j'ai eu peur. Oui, moi aussi j'ai eu peur. Premier degré, j'ai eu peur moi aussi. Donc ça c'est normal. Non, elle a fait mal à quelqu'un et vous êtes des putes. L'autre il met un coup de boule dans la porte et ça choque personne. J'ai eu peur, sa mère! Non, mais vas-y, Oscar, vas-y, j'ai eu peur. Ah! Non, mais attends. Ok. J'ai l'impression de me faire arnaquer quand même. Genre, hop, la vie de ma mère, je dors pas, frère. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, je suis carrément mal. La vie de ma mère. Vas-y. Elle s'est arrêtée la caméra. Je suis une merde, moi. Y'a rien. Comme ça. Putain mais. Bon, bah, il est temps de conclure. Vidéo de merde. C'est bon là, je fais péter. Et oui, motivé. Les voisins. Non. Et là, je ferme la porte à clé. Et tu sais qu'il y a Robert. C'est Elsie qui arrive ouvert derrière toi. Je lui ai dit, rouvre comme ça. Ah, ok. Plaque, Je suis pas bien. c'est horrible. On va clap de fin.